Eh bien, comme vous le savez, dans Point de rupture, on aime bien s'adresser également à des phénomènes culturels parce que la culture est toujours en amont des phénomènes économiques dans la société et donc ça a un effet sur nous tous. Et là, je regardais quelque chose qui m'a interpellé parce que c'était une appellation américaine, en anglais, anglophone, d'un phénomène qui se passait en France. Et c'était notamment en ce qui concernait Nantes et la ville de Nantes. Et ils appellent ça, vous pouvez aller chercher vous-même, white flight. Et white flight, littéralement, ça veut dire le vol blanc ou la fuite blanche. Et le white flight est traduit par la fuite des blancs. Hein, en français. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je me suis dit, autant m'adresser à comment ces choses-là sont perçues par ChatGPT. Parce que ChatGPT fait quand même du très bon travail, excellent travail dans le fait de présenter, de représenter la façon dont les choses sont perçues d'une façon générale par la population. Même si, a priori, c'est faux, mais au moins on sait que la population peut percevoir des choses d'une façon fausse. Alors, on dit que le white flight aux États-Unis, ça correspondait à certaines choses. Allez, je vais lire ce que dit ChatGPT, puis ensuite on va parler un peu du phénomène français, ce qu'il ressemble à ce qui se passe aux États-Unis également. Alors, ChatGPT dit, bien sûr, le terme white flight, ou fuite des blancs en français, désigne un phénomène sociologique et démographique observé principalement aux États-Unis à partir du milieu du XXe siècle. Donc, milieu du XXe siècle, ça veut dire vers 1950, hein, environ. Mais qui peut aussi se retrouver ailleurs. Voici une explication claire et structurée. Donc, je continue à vous le lire. Hein. Définition de white flight. Décrit le départ massif de populations blanches des centres urbains vers les banlieues, souvent en réaction à l'arrivée de populations noires ou d'autres minorités dans les quartiers urbains. Alors déjà ça, quand j'ai lu ça, ça m'a irrité, ça m'a énervé, parce que ça présuppose du racisme chez les Blancs qui disent, ben, on va fiche le camp de là où on est parce qu'il y a des Noirs ou d'autres minorités qui arrivent. Alors, est-ce que c'est vraiment ça la raison ou est-ce que c'est une dégradation de la vie dans ces endroits-là? Et quelle est la raison de la dégradation? Une raison simpliste serait de dire, bah oui, bah des populations noires sont arrivées, ils ont dégradé les villes et puis voilà ce qui s'est passé. Non. Ce qui s'est passé essentiellement, c'est que auparavant, il y avait une faible urbanisation de façon générale aux États-Unis. La plupart des gens vivaient à la campagne et ensuite on a commencé à augmenter la concentration urbaine. Et aujourd'hui, dans beaucoup de villes aux États-Unis, il y a eu une augmentation rapide de la population noire. Auparavant, jusque dans les années, allez, au début du siècle, du XXe siècle, et même pendant la première moitié du XXe siècle, il n'y avait pas une grande présence noire dans les villes aux États-Unis. Aujourd'hui, par exemple, la ville avec la plus forte proportion de Noirs aux États-Unis, c'est la capitale des États-Unis, c'est Washington. Washington DC, hein, la capitale. La population noire est presque de, ou un peu plus de 90% dans la ville de Washington, la capitale. En 1950, elle était de 35%. Donc, il y a une croissance énorme là-dedans. Alors, ça vient de quoi? Ben, il y a eu un effort pendant un certain moment, et notamment pendant toute la période du New Deal de Roosevelt, qui était un pouvoir centraliste du gouvernement qui voulait s'occuper des défavorisés, etc. Et on sait toujours que quand le gouvernement fait ça, ça donne des catastrophes après. Et on a décidé d'aider les Noirs à déménager vers les grandes villes du Nord. Alors que les Noirs, à l'époque aux États-Unis, pour la plupart, habitaient dans les pays sudistes, dans les pays où il y a eu de l'esclavagisme, etc., etc., dans ces États-là, avant la guerre civile aux États-Unis. Mais pour beaucoup d'entre eux,
ils vivaient mieux à l'époque de l'esclavagisme dans le sud des États-Unis que dans les villes du Nord après. Mais peu importe, il y a une décision qui a été prise, etc. Je suis pas en train de dire je suis d'accord avec un côté ou de l'autre, etc. C'est pas ça mon but. Mais il faut comprendre que au cours du siècle dernier, du XXe siècle, vers 1950, 60, surtout là, ce qui a été fait, c'est que le gouvernement fédéral a investi dans les grandes villes pour construire ce qu'on appelle des projects. Et on le sait, on va dans certains quartiers de New York, on appelle ça des projects. Et c'est des bâtiments minables, etc. C'est un peu comme les HLM en France. C'est le même principe, c'est des habitations à loyer modéré. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement fédéral qui subventionne ce genre de choses pour que les gens payent moins que ce que ça coûterait d'habitude, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand beaucoup de gens viennent habiter dans ce genre d'endroit, ben, les bâtiments juste à côté des HLM ou juste à côté des projects, même à New York, qu'est-ce qui se passait? C'est que il y a une baisse de valeur. Et comme les gens ont été déménagés et se retrouvent souvent sans emploi parce qu'on leur dit qu'il va y avoir des opportunités, il y a des tas de choses comme ça, etc., mais il y a une dégradation de la qualité de la vie. Et donc, quand des gens qui habitent à côté et qui, c'est pas du white flight nécessairement, c'est des classes moyennes qui habitent à côté et qui disent j'ai une perte de valeur immobilière de là où j'habite, la qualité de la vie se dégrade, je fiche le camp. En France, ceci s'est passé dans les périphéries des grandes villes. La construction des HLM, etc. C'est pour ça qu'on allait banlieue chaude, comme on dit. Et alors que le centre-ville était protégé par les bons bourgeois, hein, si on veut. Et il était moins touché, les centres-villes. C'est toujours sur les périphéries. Alors qu'aux États-Unis, c'est exactement le contraire. On a envoyé toutes les populations comme ça dans les centres-villes. Donc les centres-villes, ce qu'on appelle dit inner city, la ville interne, s'est dégradée, s'est ghettoisée, et les gens qui voulaient un style de vie plus américain, etc., se sont sortis de là pour vivre dans les banlieues. Mais en tant que migrant ou immigré au début, dont j'ai fait partie par le biais de mes parents, etc., au début, les gens qui étaient plus pauvres par nature arrivaient dans les grandes villes, toujours. Parce que on n'a pas besoin de voiture au début, on n'a pas besoin d'autres moyens, les loyers allaient être moins chers, on allait pouvoir vivre d'une autre façon, donc on peut utiliser les transports en commun, tout ça c'était plus facile. Donc c'est comme ça que ça se faisait. Alors regardons ce que ChatGPT continue à nous dire. Contexte historique. Le phénomène commence sérieusement après la Seconde Guerre mondiale, en particulier dans les années 50 à 70, notamment avec le grand projet de Lyndon Johnson qui a fait un massacre sur ce plan-là, dans les années 60. C'est-à-dire, il a rendu dépendant les populations noires de l'État. Pire, ce qu'il a fait, c'est que il avait décrété dedans qu'on allait aider bien plus les mères célibataires. C'est-à-dire, on allait subventionner les mères célibataires. Ça veut dire s'il y avait seulement une femme au foyer avec des enfants, eh bien, elle allait recevoir pas mal d'argent, alors que s'il y avait la femme et l'homme, ben, ils n'allaient pas recevoir d'argent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En l'espace de quelques décennies, le nombre de mères célibataires est passé de 25% de la population noire à 75% de la population noire. Et on associe, je dis pas c'est une causation, mais c'est certainement une corrélation très forte que quand il n'y a pas de père de famille au sein d'un foyer, eh bien, il y a bien plus de délinquance, il y a moins de discipline, il y a tous ces phénomènes-là, etc. OK. Alors, il coïncide. Regardez ce que ChatGPT va me dire, et je vais chercher à ne pas trop me fâcher. La déségrégation raciale. Fin de la ségrégation dans les écoles, transports, etc.
Ok, ok. La migration des Afro-Américains depuis le sud vers les villes industrielles du nord et de l'ouest. La Great Migration. C'est vrai, c'est vrai. Le fait est que il n'y a pas eu de Great Migration en Californie, parce que la Californie n'a jamais été un État esclavagiste, il n'y avait pas d'esclaves ni quoi que ce soit, etc. Et pourtant, en Californie, les problèmes de pauvreté dans les grands centres-villes, etc., est encore plus exacerbé. Alors là, ça va un peu à l'encontre de ce que nous dit ChatGPT, mais bon, bref. Les émeutes urbaines et tensions raciales dans certaines grandes villes. C'est pas une question de tension raciale, c'est des émeutes urbaines, ça, oui, mais pas des tensions raciales. Moi, j'ai grandi à New York, où il y avait vraiment pas de tension raciale entre différentes races. On allait à l'école, etc. Il y avait même pas de conscience raciale à ce moment-là. Et il y a un grand mythe, hein, quand on parle toujours des combats de race aux États-Unis. Moi, je vais vous parler par exemple de l'Arizona. Il y a une ville où habite une de mes filles. Ma fille est née d'ailleurs, à Chandler, en Arizona. C'est une ville qui fait maintenant à peu près la même population que la ville de Lille. Donc c'est quand même une grande ville en Arizona. Je parle de la ville même, hein, pas avec la banlieue et tout ça. Et Chandler, qui est tout proche de Phoenix, aujourd'hui a une population d'à peu près entre 4 et 5% de population noire. Donc c'est pas très élevé. C'est nettement moins que la moyenne des 13% à travers les États-Unis. Mais euh, en fin des années 80, la population de Chandler noire était seulement de 0,5%, même pas. Et le principal du lycée de Chandler, il y avait un seul lycée à l'époque, maintenant il y en a plusieurs, était un noir. Et ensuite, il s'est présenté aux élections pour être maire de Chandler et il a été élu. Allez, ne me racontez pas que les États-Unis sont racistes, alors que dans une ville qui a une population noire de moins de 0,5%, on va élire quelqu'un qui est noir maire. Ça va à l'encontre de pas mal de choses, etc. Donc ça, il faut quand même être conscient. Mais dans le subconscient, il y a tellement de ces idées qui ont été tellement répétées qu'on les retrouve même en sous-jacent entre les lignes dans les commentaires du chat GPT. Alors, le mécanisme. Des blancs quittent des quartiers où des minorités commencent à s'installer. C'est pas parce que les minorités commencent à s'installer dans les quartiers que les blancs quittent ces quartiers, comme on dit. C'est parce que il y a une dégradation du style de vie, des valeurs immobilières, etc., que les membres des classes moyennes vont vouloir sauvegarder leur patrimoine et vont chercher à aller ailleurs. Alors là, c'est pour souvent par crainte, fondée ou non, de la montée de la criminalité, de la baisse de la valeur immobilière, ça tout à fait, ou de changement culturel. Je sais pas à quoi ils se réfèrent quand ils parlent de changement culturel. Parce que beaucoup de gens, c'est ce qui leur plaît d'aller dans les grands centres-villes, à New York par exemple, etc., pour voir tous les différents quartiers culturels à New York. On aime bien ça. Quand on est américain, on va aller dans le quartier juif pour voir tous les juifs s'habiller de la façon classique. On va aller dans le quartier italien parce que on va manger une nourriture italienne qu'on peut retrouver uniquement en Italie, hein, en Little Italy. C'est extraordinaire. Mais il y a des quartiers qui sont vraiment l'un à côté de l'autre. Je me souviens, il y a une grande avenue dans le sud de Brooklyn où d'un côté, il y a encore tous les Chinois et tous les panneaux et les noms de tous les magasins sont en chinois. Il n'y en a même pas en anglais du tout. Et de l'autre côté, tout est en russe. Tout est en russe. C'est ce qu'on appelle la petite Odessa, etc. De ce côté-là. Donc, ça, c'est des choses qu'on ne voit qu'aux États-Unis. Surtout qu'à New York, hein, de cette façon-là. Alors, les politiques publiques ont facilité cette fuite. Subvention pour la construction de banlieues. Non. Non, ça c'est du mensonge pur. Là où il y a eu la plus forte subvention, c'est
dans les projects, c'est-à-dire dans les gens de HLM et tout cela. Ensuite, autoroutes qui permettent de vivre loin du centre tout en y travaillant. Ça c'est vrai par contre. Mais ça, c'est parce que aux États-Unis, c'est souvent les business qui s'installent, les centres commerciaux, les centres de bureaux, etc., qui sont responsables de construire des circuits routiers autour d'eux. Il y a des accords qui sont passés entre les villes et ceux qui installent certaines choses, dire bah ouais, vous êtes responsable de construire la route comme il se doit et également sur ce plan-là. Et pour attirer les gens pour qu'ils puissent venir. Des prêts immobiliers discriminatoires, redlining, qui empêchaient les minorités d'acheter dans certaines zones. Ça, c'est... Franchement, moi j'ai envie de vomir quand je vois ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est exactement le contraire. C'est parce qu'il y a eu trop d'aide financière de la part du gouvernement à des minorités qui ont fragilisé ces minorités, qui les ont rendues dépendantes du gouvernement et donc qui fonctionnent de cette façon-là. Ben écoutez, c'est ce qui est en train de se passer en Europe également. Et donc, peut-être que ce white flight est dû à ça aussi. Alors, conséquences. Ségrégation raciale et économique renforcée. Ouais, si on veut le regarder comme ça, ouais, je veux bien, ouais. Les villes deviennent de plus en plus pauvres et peuplées de minorités. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. Oui, ça c'est un fait. En France, c'était pas le cas jusqu'à maintenant. C'était le cas dans les banlieues. Mais peut-être que, afin de poursuivre les choses de cette façon-là, ça va toucher les grands centres-villes. Et puis peut-être que y a des bourgeois qui vont commencer à se poser des questions sur les interventions du gouvernement dans le fait de soutenir les minorités de migrants un peu partout. Les banlieues deviennent plus riches et majoritairement blanches. Ça, c'est aux États-Unis. En ce moment, c'est en train de changer quand même parce que il y a la plus forte croissance aux États-Unis des classes moyennes sont dans les populations minoritaires, chez les Asiatiques, chez les Indiens et chez les Noirs maintenant, chez les Hispaniques bien sûr, etc. Et donc, c'est en train d'augmenter vraiment très fort. Et pourquoi chez les Noirs? Ben, ça a commencé surtout avec les gens des Caraïbes. Qui venaient aux États-Unis, il y a plein d'îles Caraïbes qui sont anglophones, donc ils venaient aux États-Unis, ainsi que des Africains, et qui sont très très entrepreneurs et qui construisent des choses très rapidement, et qui quelque part, eux réussissaient, on ne pouvait plus agiter le faire peur de la race en disant bah oui ils sont discriminés etc. parce que là quand les gens les regardaient bah, ils sont noirs aussi. Mais ils n'avaient pas encore cette habitude de soutien de la part du gouvernement que les Noirs américains avaient sur ce plan-là. Et donc ça, c'est très important à comprendre, ce qui est en train de se passer sur ce plan-là. Parce que il y en a qui ont été renforcés pour ne plus rien faire, et puis donc ils ne font rien. Alors que d'autres qui ont vraiment faim, qui arrivent, qui ont envie de se battre, eh bien réussissent. Et donc ça, c'est différent. Alors, déclin des centres-villes, moins de recettes fiscales et des services publics dégradés. Mais c'est pas seulement qu'il y a moins de recettes fiscales, c'est qu'on a provoqué une situation où on a baissé la valeur immobilière, et puis après on s'étonne qu'il va y avoir moins de recettes fiscales. C'est sûr. Et puis ensuite, urban sprawl, étalement urbain et problème écologique. Ça, après, on peut discuter des problèmes écologiques jusqu'à je ne sais plus quand. Ok, aujourd'hui, le phénomène a évolué. Certaines villes connaissent aujourd'hui une gentrification, qui est un genre de retour des Blancs vers les centres urbains, souvent au détriment des populations noires ou hispaniques. Pourquoi au détriment? Pourquoi au détriment? Ça, je comprends pas ce genre de langage. Moi, j'ai vu ça se passer un peu partout. Même à Phoenix, il y a eu des endroits où j'ai un ami qui a construit des hôtels qui étaient parmi les premiers hôtels
5 étoiles, 5 diamants qui existaient, s'appelle The Point. Il en a construit 3 à Phoenix dans sa région, et il les a construits dans les coins les plus défavorisés. Pourquoi est-ce qu'il les a construits à ces endroits-là? Tout simplement parce que c'est là où les terrains étaient les moins chers possibles. Et il a parié sur le fait qu'il allait pouvoir faire quelque chose et attirer des choses et augmenter la valeur de tout autour. Et il a eu raison, ça marchait. À New York, c'était la même chose. À New York, dans certains quartiers de Harlem, qui étaient censés être le ghetto le plus pauvre, etc., il y a des appartements, mais qui coûtent une fortune. Et qui donnent sur Central Park et tout ça, et qui sont magnifiques. Et, effectivement, en plein milieu de ces quartiers-là, moi j'ai des amis et qui venaient de l'Utah, etc., qui n'étaient pas noirs du tout, et qui se retrouvent en train d'habiter en plein Harlem, parce qu'il y avait une valeur, etc., dans le fait d'aller dans ce sens-là. Tout le quartier de Soho, qui est au sud du Greenwich Village à New York, c'est la même chose. Donc, cette gentrification, elle peut bénéficier à tout le monde. Mais si on continue à s'y référer comme un phénomène de race, ben, on ne comprend pas toutes ces choses-là. Alors, ils disent, mais des formes modernes de ségrégation résidentielle persistent. Vraiment du n'importe quoi. Hein. Vraiment du n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, pour discriminer contre quelqu'un, c'est vraiment très très difficile. À la limite, il y a une discrimination positive envers les minorités. Et donc, ça c'est extrêmement important à comprendre. Donc, j'en veux pas de ChatGPT, parce que ChatGPT reflète tout simplement quelle est l'opinion de façon générale. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de ce genre de choses? C'est parce qu'on a des choses à apprendre. Je crois que plus les gouvernements vont soutenir des minorités ou vont créer des artifices pour encourager des minorités à s'installer quelque part, sans que ça leur coûte de façon générale, sans qu'ils aient besoin de se battre pour construire leur avenir, eh bien c'est des gens qui vont être dépendants, et donc ça ne va pas donner grand-chose comme résultat. Ça va créer un appauvrissement pour eux, et un appauvrissement pour tous ceux qui habitent autour d'eux également. Et ça ne se termine jamais bien. Parce qu'après, ça crée un appauvrissement du pays entier. On les voit déjà en train de se passer dans des tas de quartiers. Bruxelles, aujourd'hui, est une ville de migrants. On le sait. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'y passer, etc. Londres, n'en parlons pas, mais plein d'endroits comme ça. La Suède, c'est le calme absolu avec certaines valeurs, etc. C'est fichu. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ce genre de sujet parce qu'après, c'est des choses qui vont m'énerver, mais je suis ravi de partager ça avec vous. J'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous pensez de tout ça. Et surtout, n'allez pas m'accuser d'être raciste parce que ça m'énervera plus que n'importe quoi, parce qu'il se trouve que dans ma famille, aussi bien au niveau de genre que d'autres personnes, etc., j'ai une des familles les plus mixtes qui puissent exister, de toutes les races, toutes les origines, etc. Et c'est quelque chose que je soutenais d'ailleurs, et que j'encourageais pas parce que c'était bien d'être différentes races, mais c'est parce que les gens étaient bien. Et un point c'est tout. Je ne regardais pas en tant que certaine race, mais en tant que personne. Donc surtout n'allez pas dans le fait de m'accuser de racisme, ce genre de choses, parce que là, vraiment, c'est quelque chose qui m'énerverait. Écoutez, je suis ravi d'avoir partagé ces quelques moments avec vous, et je voudrais vous dire tout simplement que n'oubliez pas de liker tout ce qu'on est en train de faire, de le partager avec d'autres personnes, et de vous abonner à notre chaîne Point de Rupture, et je vous donne rendez-vous demain, vendredi, à 19 h sur cette même chaîne, où on sera présent pour vous, 5 jours sur 7, pour vous amener des choses que les autres ne vous amènent pas. Parce que Point de Rupture, c'est la rupture avec les idées reçues.